Bienvenue à la rétrospective de la semaine, voici le grand titre. Rentrée parlementaire dans le deux chambres, une session essentiellement budgétaire, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont fait de leur priorité le loi organique portant fonctionnement du CNSA et aussi la loi électorale portant répartition des sièges. Au début des discours d'ouverture, une minute de silence a été observée par le parlementaire en mémoire de Congolais tués lors du glissement de terrain à Tara et lors des deux derniers accidents sur la route nationale numéro 1 près de Kikwit et Kenge. Et puis processus électoral dans les Grands Kasaï, c'est le mardi 12 septembre que la première carte d'électeur a été délivrée dans la province du Kasaï, notamment à Chikapa, comme annoncé par la CENI. Les opérations d'enrôlement des électeurs ont débuté le mardi 12 septembre dans tout l'espace kasaïen et toutes les dispositions ont été prises pour traquer le fraudeur, a rassuré Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Enfin, la République démocratique du Congo occupe désormais la 4e place en Afrique pour le mois d'août, selon le classement FIFA publié le jeudi 14 septembre. Sur le plan mondial, les Léopards occupent la 42e position, reculant de 14 places par rapport au classement précédent. Les dernières défaites contre la Tunisie et le Congo-Brazzaville ont beaucoup impacté sur le classement. L'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre dans les deux chambres du Parlement congolais a eu lieu ce vendredi 15 septembre à Kinshasa. Du côté du Sénat, son président Léon Kengo-Adondo a indiqué que cette session essentiellement budgétaire va également se pencher sur les différents projets de loi relatifs notamment au Conseil national de suivi de l'accord CNSA, mais aussi à la loi électorale portant répartition des sièges ainsi qu'aux arriérés législatifs qui sont au nombre de 23. Le président de la Chambre haute du Parlement s'est longuement attardé sur l'état des lieux des criminalités en RDC. Il a à cet effet cité les évasions à répétition dans les centres pénitentiaires du pays. Kengo-Adondo a préconisé les pistes de solutions allant dans le sens de l'amélioration des conditions carcérales et de la mission éducative dévolue aux centres pénitentiaires. Par ailleurs, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, qui a reconnu que l'heure est grave vu la situation sociopolitique du pays, a plaidé pour la diversification de l'économie avant de soutenir les assises qui se sont tenues sur la réforme du système fiscal en RDC. Comme à la Chambre haute, le président de la Chambre basse fait de la mise en place d'une loi organique pour le fonctionnement du CNSA sa priorité. Quant au processus électoral en cours, Aubin Minakou a fait savoir que la loi sur la répartition des sièges sera mise en place dès que le CENI aura fini l'enrôlement des électeurs dans le Kasaï. Plusieurs lois liées à la réforme de la justice et de l'éducation figurent parmi tant d'autres matières à traiter au cours de cette session. Les présidents de deux chambres ont demandé à l'Assemblée, avant leur discours, d'observer une minute de silence pour tous les Congolais décédés ces derniers mois, notamment ceux de glissement de terrain à Tara dans la province de l'Ituri, les victimes de la milice Kamwina Nsapu et celles des deux derniers accidents de circulation sur la route nationale numéro 1 allant de Kinshasa à Kikwit. Délivrance des premières cartes d'électeurs ce mardi 12 septembre à Kananga et dans le reste de l'espace kasaïen. Une affirmation de Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI, qui séjourne à Kananga depuis quelques jours. Jean-Pierre Kalamba a précisé que cette fois-ci, son institution dispose des moyens adéquats pour le bon déroulement de ces opérations, notamment des garanties sécuritaires de la part du gouvernement et les moyens financiers et logistiques. Selon le rapporteur de la centrale électorale, il y a au total 3500 millions d'électeurs qui sont attendus pour ces opérations d'enrôlement dans le Grand Kasaï. Au Kasaï central, 1 500 000 électeurs, même chose que dans le Kasaï. Les territoires de Kameji et Luilou dans la Lomami comprennent à chacun 350 000 et 65 000 électeurs. Toutes les dispositions ont été prises pour traquer les fraudeurs, a précisé Jean-Pierre Kalamba. Le sondage Les Points s'est focalisé à sa 262e numéro à l'enrôlement des électeurs à Kinshasa. Après une étude et un sondage d'opinion du 30 au 31 août 2017, les résultats donnent 82% des Kinois satisfaits de cette opération. Les Points qui respectent les normes scientifiques et déontologiques en matière d'enquête n'a traduit que les résultats obtenus des enquêtés. De la conception du questionnaire en passant par la méthodologie du sondage jusqu'à obtenir les résultats, Les Points a basé son enquête sur
sur un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa, âgées de 18 ans et plus. Cet échantillon a été constitué suivant la méthode de quota, c'est-à-dire dans ce cas, le sexe, l'âge, l'état civil, la tendance politique et la province d'origine. Du côté de 121 sympathisants de l'opposition, 73% sont satisfaits du déroulement de l'enrôlement à Kinshasa, 9% seulement sont totalement satisfaits, 13% ne le sont pas et 5% l'ont jugé médiocre. Sur 64 sympathisants de la majorité, 1% de non satisfaits, 0% de traitement médiocre de l'enrôlement, 56% de satisfaits et 43% de personnes totalement satisfaites de ce travail de la CENI. 47 personnes ont constitué la société civile pour ce sondage Le Point. Seuls 2% ne sont pas satisfaits de l'enrôlement, 4% l'ont jugé médiocre, 81% sont satisfaits et 13% totalement satisfaits. La dernière tendance est celle des personnes n'ayant aucune appartenance politique. Elle a constitué le plus grand nombre des enquêtés. Sur un total de 728 personnes, l'on trouve 0% de non satisfaits, 1% qui a jugé médiocre le déroulement de l'enrôlement à Kinshasa, 12% sont totalement satisfaits et 87% des satisfaits. Sur donc un échantillon de 1000 personnes représentatives de la ville de Kinshasa, sur lequel s'est basé le sondage Le Point, septembre 2017, mené au mois d'août dernier, sur le déroulement de l'enrôlement des électeurs à Kinshasa, organisé par la Commission électorale nationale indépendante CENI, la tendance globale des résultats donne 2% de non satisfaits, 1% de considération médiocre, 15% de totalement satisfaits et 82% de satisfaits. Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. Michel Balabala a été confirmé gouverneur de la province de Kwilu par la cour d'appel de la ville de Bandundu ce mardi 12 septembre. Élu le 26 août 2017, le gouverneur de la province du Kwilu, l'indépendant Michel Balabala, a fait objet d'un recours en contestation de la majorité présidentielle auprès de la cour d'appel de Bandundu contre les résultats provisoires publiés par la CENI. Dans son arrêt rendu ce mardi 12 septembre, la cour a déclaré le recours de la famille politique du chef de l'État recevable mais non fondé. Par conséquent, Michel Balabala a été confirmé gouverneur de la province du Kwilu. Il s'est rappelé qu'après la destitution de l'ex-gouverneur Godel Kinyoka, la majorité présidentielle avait sollicité, lors des dépôts des candidatures, l'invalidation de la liste électorale du candidat Balabala et de son colistier, Dr Nathanaël Mapanda, dont les dossiers contenaient, selon eux, beaucoup d'irrégularités. Par la suite, cette élection avait soulevé des tensions entre l'AMP et son allié Antoine Kizenga du Palou. Ce dernier s'était plaint du manque de soutien de la majorité présidentielle en faveur de son candidat Floribert Luboto lors de l'élection des gouverneurs. Le candidat du Palou ayant été battu dès le premier tour de l'élection par Michel Balabala dans cette province, pourtant bastion historique de la formation politique chère à Kizenga. Ouverture ce mardi 12 septembre de la 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. La particularité pour la RDC est qu'une réunion se tiendra autour d'elle en marge de cette session de l'ONU. Selon le porte-parole de la MONUSCO, le soutien à l'accord du 31 décembre et au processus électoral sera abordé au cours de cette réunion. Également, les mesures de décrispation, les droits de l'homme, l'engagement régional feront l'objet de thèmes à aborder au cours de cette réunion à laquelle le gouvernement congolais sera représenté. Notez cependant que cette 72e session de l'Assemblée générale des Nations unies traite également des questions qui touchent à la promotion d'une croissance économique soutenue et au développement durable de l'Afrique, ainsi qu'au maintien de la paix et de la sécurité internationale. La promotion de droits de l'homme, celle de la justice et du droit international, ainsi que l'efficacité de la coordination des opérations d'assistance humanitaire ne seront pas oubliées. Clôture de la session d'information de la 22e brigade de réaction rapide des FARDC par le président de la République Joseph Kabila Kabange. C'était hier lundi 11 septembre au centre d'instruction de Moura dans la périphérie de la ville de Likasi dans le Haut-Katanga. Prenant la parole en premier, le général de l'armée Didier Etumba, chef d'état-major général de FARDC, s'est dit satisfait que cette formation atteint 80% des objectifs assignés par le chef de l'État sur la formation de l'armée.
Il a ajouté que cette brigade procure au FARDC plus de capacités opérationnelles pour la défense de l'intégrité du territoire national. Didier Etumba a enfin appelé les lauréats à la discipline et au respect de la hiérarchie. Cette session avait débuté le 21 décembre 2015 et s'est déroulée pendant 19 mois en 2 phases. La formation des bases et des spécialisations. Il s'y est signalé que les ministres de la Défense nationale, Crispin Atamatabe, le gouverneur du Haut-Katanga, Célestin Kapondo Pandé, et Richard Mouyège, gouverneur de l'Oualaba, ont été présents à cette cérémonie. La majorité présidentielle n'a jamais levé l'option d'organiser le référendum. C'est ce qu'a déclaré André Alain Atundu, porte-parole de la majorité présidentielle, au cours d'un point de presse le mercredi 13 septembre à Kinshasa. Le porte-parole de la majorité présidentielle a apporté ce démenti aux informations faisant état de l'organisation d'un référendum par la famille politique du chef de l'État. Selon Alain André Atundu, c'est un fantasme d'un groupe d'individus qui voudraient créer le désordre afin d'atterrir au pouvoir par des voies autres que celles des élections. Je ne sais pas qui met les banderoles, en tout cas pas la majorité présidentielle. Le président de la République est notre autorité morale. Il ne nous a jamais donné une instruction dans ce sens. Le bureau politique, qui est l'organe suprême de la majorité présidentielle, n'en a même jamais parlé. Je n'ai reçu mandat de la part de qui que ce soit pour dire que nous aurons du référendum. Non. Ce sont là des fantasmes, des gens qui ont un autre objectif que d'accéder au pouvoir par les élections, mais qui voudraient créer une psychose de désordre politique pour surprendre le peuple en prenant le pouvoir par un putsch. La majorité a des organes habilités à parler en son nom, notamment le président de la République, évidemment, le secrétaire général. Toutes les dispositions de l'accord que tous nous avons signé ne prévoient pas un troisième dialogue. Ils prévoient au contraire la mise en œuvre intégrale pour aboutir aux élections apaisées afin d'assurer une alternance. Le peuple est témoin des efforts personnels du président de la République en tant que garant de la nation et des efforts de la majorité, de l'engagement total de la majorité pour la mise en œuvre intégrale de l'accord. En outre, Alain Atundu souligne que la MP se focalise sur la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 et la tenue des élections dans un climat apaisé. Concernant un troisième dialogue, le porte-parole de l'AMP a précisé que la famille politique du chef de l'État Joseph Kabila Kabange ne s'est pas encore prononcée. Kinshasa abrite depuis ce lundi 11 septembre 2017 le premier forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC, FONAREF en sigle, placé sous le haut patronage du président de la République et ayant pour thème principal quel système fiscal pour la croissance et le développement de la RDC. Ces assises, qui doivent durer 4 jours, ont pour objectif de poser un diagnostic objectif sur les maux dont souffre le système fiscal congolais et de rechercher les pistes de solutions en vue de l'instauration d'une fiscalité souple, simple, compétitive ou attractive et à un rendement élevé. Dans le cadre de ce diagnostic, il s'agira de dresser un état de lieu du système fiscal congolais pour en ressortir les forces et les faiblesses, eu égard notamment à sa structure et à sa composition en matière d'impôts, droits et douanes et accises, ainsi que de taxes, redevances et autres droits. À l'évaluation des réformes récentes, notamment celles relatives à l'instauration de la TVA, ainsi qu'aux modalités de gestion administrative tenant compte de l'existence de 3 régies financières, des régies provinciales et des multiples intervenants en matière de taxes et redevances. Sur le point prospectif, le FONAREF examinera des solutions possibles tenant compte des critiques formulées en raison des objectifs prédéfinis relatifs entre autres à la simplification du système fiscal par l'unification de l'imposition des revenus et la réduction du nombre de taxes. Il s'attellera aussi à étudier des voies et moyens pour l'amélioration de la justice et l'équité fiscale par la suppression des diverses sources de distorsion fiscale ainsi qu'à la rationalisation des régimes fiscaux d'exception et l'amélioration des mécanismes de lutte contre l'évasion fiscale internationale.
Ce forum se tient sous plusieurs thèmes qui vont faire l'objet des débats entre les participants et les différents experts, tant nationaux qu'internationaux. Ces thèmes portent entre autres sur l'état des lieux du système fiscal congolais, la mise en œuvre de la décentralisation fiscale en RDC, la problématique de l'organisation des administrations fiscales et la fiscalité internationale, la compétitivité régionale, l'attractivité des investissements et la protection de l'industrie locale. Les recommandations finales devront servir pour l'élaboration des termes de référence des projets de loi élaborés pour la concrétisation de la réforme fiscale en RDC. Le premier forum national sur la réforme du système fiscal de la RDC connaît la participation de plus de 400 participants représentant le gouvernement central, les provinces, les entités territoriales décentralisées, le secteur privé, la société civile et des partenaires internationaux, parmi lesquels les délégués du Maroc, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et de l'Organisation mondiale du commerce. Pour rappel, dans son discours sur l'état de la nation qu'il avait prononcé le 5 avril 2017, le président de la République avait lancé sans détour une interpellation sur la situation actuelle de la fiscalité en RDC et son impact négatif sur le climat des affaires et l'essor de l'économie nationale en général. Il avait relevé ce qui suit: tant que notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d'une parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à l'investissement productif ni au civisme fiscal. 40 000 $ américains, telle est la hauteur du financement apporté par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour lutter contre le choléra qui a des allures endémiques dans 20 de 26 provinces de la RDC. Dans ces provinces, l'anémie du choléra s'observe dans des villes comme Bandundu-Ville, Bukavu, Goma, Manono, Malembankulu, Minova, Mokala, Kimpese, Uvira et voire dans certaines zones de santé de Kinshasa. Déjà le 2 septembre, on a dénombré 22 217 cas suspects avec 528 décès, ce qui a représenté un taux de mortalité de 2,18%. L'incidence observée est de 150 cas suspects par semaine depuis la fin du mois de juillet. L'aide de l'OMS servira à déployer les équipes techniques dans les zones en plus des kits choléra qui seront rendus disponibles. Les efforts de mobilisation de ressources vont s'accroître pour soutenir la mise en œuvre du plan d'urgence. Des surcroîts pour enrayer en court terme le foyer épidémique et engager les actions nécessaires à moyen et à long terme pour l'élimination du choléra, l'OMS a changé son fusil d'épaule. En effet, elle a redéfini début août dernier le cadre de la lutte contre le choléra pour la mise en place du programme de son élimination et du contrôle des autres maladies diarrhéiques. L'épidémie du choléra a été élevée au grade 2 par l'OMS dans le cadre de la réponse d'urgence. Celle-ci s'est réalisée avec déploiement d'un groupe d'experts internationaux pour appuyer les ministères congolais de la santé dans la lutte contre la diffusion de l'épidémie. La représentation résident de l'OMS au Congo, le docteur Alarangar Yukwede, a insisté sur toutes les mesures à prendre. Nous devons mettre en œuvre immédiatement les actions de réponse de façon pragmatique dans les zones prioritaires et à risque pour stopper cette dissémination massive du choléra. Mais il est aussi essentiel que l'assainissement des milieux, l'hygiène individuelle et collective soient mis en pratique et que l'eau potable soit accessible aux populations les plus exposées au risque de contamination du choléra, a-t-il déclaré à ce sujet. Grave accident de circulation survenu la nuit de samedi 9 septembre à 25 km de la ville de Kikwit. Bilan, 25 morts et 64 blessés graves. Un bus surchargé a fini sa course dans un ravin au bord de la rivière Kwenge, suite aussi à une déficience technique. Selon le maire de Kikwit, chef-lieu de la province de Kwilu, toutes les dispositions sont prises par la ville et le gouverneur pour secourir les victimes. Les blessés sont déjà transférés à l'hôpital général de Kikwit et les morts enterrés ce lundi en septembre. Jean-Claude Mongala a signifié que jusque-là, aucune famille ne réclame des corps à Kikwit. Il pense que ce sont des Congolais venus du Kasaï qui auraient quitté Chikapa pour Kinshasa. Cette situation doit donc interpeller les conducteurs, mais aussi les passagers, car il est inadmissible qu'un bus de 40 places transporte près de 90 personnes. Ces derniers ne tenant même pas compte que le bus est rempli dans le souci de se déplacer et le chauffeur, lui, ne voit que son dû.
Il y a lieu de noter que l'hôpital général de Kikwit se dit submergé par le nombre de blessés, mais aussi le manque de matériel médical. Encore un accident de circulation sur la nationale numéro 1 dans la province du Kwango. À Massial, à 41 km de Kenge, un bus venu de Kikwit est monté sur une voiture catch, causant ainsi 14 morts et plusieurs blessés, a dit Lucien Lefoutou, président de la société civile provinciale à Top Congo FM. L'excès de vitesse serait à la base de cet accident qui intervient 2 jours après celui qui a fauché la vie de 25 personnes et en a blessé 64 autres au bord de la rivière Kenge, à 25 km de la ville de Kikwit. Le gouverneur intérimaire du Kwango et le ministre provincial de la Santé sont descendus sur le lieu du drame, arrivé ce mardi 12 septembre 2017. Le gouverneur du Kasaï, Marc Mayambo, demande aux Congolais réfugiés en Angola de revenir au pays. Ayant estimé que la paix s'est déjà installée dans la plupart des localités de sa province, le gouverneur du Kasaï, Marc Mayambo Ndambo, a lancé le dimanche 10 septembre l'appel à ses administrés qui sont en Angola à regagner leurs villages respectifs. Ces Congolais avaient fui l'insécurité créée par l'activisme meurtrier et vandale des miliciens Kamina Sapo. À en croire le gouverneur du Kasaï, sur les 33 000 réfugiés congolais en Angola, au dernier pointage, environ 17 134 déjà sont rentrés. Pour le gouverneur, le retour des déplacés va certainement faciliter la relance des activités agricoles dans la région. Les élèves doivent retourner aussi sur les bancs de l'école dans l'attente des solutions plus durables. Marc Mayanga a fait voir que la paix est déjà effective dans les villages. Il exhorte ceux qui rentrent à garder un contact permanent avec les autorités politico-administratives. Il a en outre pris à témoin les retournés qui eux-mêmes se rendent compte que les chefs-lieux de secteur sont totalement sécurisés. Prévu pour le 4 septembre 2017, dans la plupart des écoles ordinaires, la rentrée scolaire à l'école spéciale Les Amis de Daniel a eu lieu ce lundi 11 septembre 2017. Une école des enfants souffrant de l'autisme qui est un syndrome caractérisé par un repli sur soi. La rentrée de classe de ce lundi chez Les Amis de Daniel a accueilli une vingtaine d'élèves qui étaient accompagnés de leurs parents. Contrairement à ce que pensent les gens sur cette école, la qualifiant d'un centre psychologique d'enfants, Les Amis de Daniel est une école avec des techniques d'intervention psycho-éducative qui conduisent l'enfant à lire et à écrire. Cette précision est de Feli Sandoukou Lungala, directeur et psychologue de cette école. Ok, ça ce n'est pas un centre pour pouvoir garder les enfants, non, c'est une école qui apprend aux enfants à devenir quelqu'un demain après-demain. Un enfant qui ne savait pas écrire, qui ne savait pas lire, qui ne savait pas calculer, compter, on lui apprend avec des techniques d'intervention psycho-éducative. Cet enfant arrive après quelques temps, quelques mois bien sûr, à écrire seul, à lire seul, à calculer seul et même à faire des lectures ou à écrire de longues phrases seul sans qu'on puisse toujours l'aider comme il était venu au début. Et nous savons qu'avec ces enfants, cela prend du temps, cela vraiment prend du temps. Donc nous ne pouvons pas courir derrière, c'est le programme ou quoi, comme dans les écoles ordinaires, non. Nous sommes dans une école spéciale. Nadine Zambo, promotrice de l'école Les Amis de Daniel, invite les parents à envoyer leurs enfants autistes pour que ces derniers reçoivent une éducation adéquate comme tout autre enfant. Les Amis de Daniel tirent son nom du fils cadet de Nadine Zambo qui a aussi souffert de l'autisme. Premièrement, Daniel c'est mon fils, le cadet, il est autiste et c'est par rapport à ça que j'ai choisi le nom Les Amis de Daniel parce que Daniel, je devais éduquer Daniel seul à la maison. Et j'ai vu que c'était pas gentil dans le sens qu'il va se retrouver seul. Et je me suis mise à la place des autres parents qui avaient des cas comme moi et qui ne savent pas quoi faire. Alors j'ai dit à Daniel, ok, tu auras tes amis qui vont venir. Et puis j'ai appelé ça Les Amis de Daniel. Parce que j'ai compris, la plupart des parents ont honte de leurs enfants, les cachent encore dans les maisons. Bon, moi si je sors à vive voix, à haute voix, pour dire que j'ai un enfant comme ça, j'ai pas demandé qu'il soit comme ça. Et de ne pas garder les enfants à la maison, premièrement, ça les abrutit. Alors, comme ce sont des êtres humains comme vous et nous, l'école Les Amis de Daniel, c'est ça, on a créé ça pour aider ces enfants-là à pouvoir sortir de la maison et venir à l'école
qu'ils puissent avoir l'éducation et de rentrer. Par ailleurs, Nadine Zambo fait face à des difficultés, d'où son appel aux autorités du pays de lui fournir des moyens adéquats, notamment les ateliers pour une formation complète des enfants autistes. Les ordinateurs, on a besoin. Il y a surtout les autistes, ils sont très intelligents, tout ce qui est technologie, ils sont très doués. On a besoin de tout ce qui est technologie aussi. Mais j'insiste plus sur tout ce qui est atelier. Les ateliers et pour pouvoir aider ces enfants à faire des métiers. Et des bancs, les peintures, la peinture mais à huile pour aider parce que la peinture à huile au moins ça sera plus facile pour nettoyer nettoyer les murs quoi, que tout le temps de refaire. Mais les difficultés qu'on a c'est ça. Pouvoir aider aussi à grandir parce que j'ai que 45 enfants là. Bon c'est le premier jour, il y a beaucoup qui vont venir mais j'ai beaucoup d'appels. Et j'aimerais bien que je puisse faire ne fût-ce que des extensions, que ça reste pas seulement ici. Par exemple, chaque 3 communes, une école, pourquoi pas? L'école spécialisée pour enfants autistes Les Amis de Daniel est située sur l'avenue des Écuries au numéro 4, non loin du rond-point magasin. La Cour suprême angolaise a rejeté le jeudi 14 septembre le recours de l'opposition et a validé les résultats des élections générales du 23 août dernier. Le parti de l'opposition angolaise avait jugé irrégulières ces élections générales. Ils avaient à cet effet déposé la semaine dernière un recours en annulation des résultats qui ont accordé une large victoire au parti au pouvoir dans le pays depuis 42 ans. Dans 15 provinces sur 18, la loi électorale a été violée. Pour cette raison, nous réclamons l'invalidation des résultats publiés par la CNE, Commission nationale électorale. On fera les recomptages des voix, bureau de vote par bureau de vote, afin de rétablir la vérité des urnes, a déclaré devant la presse Ruben Sikato, le directeur de campagne de l'UNITA, parti de l'opposition. Ici de rappeler qu'après les élections générales du 23 août dernier, les partis au pouvoir, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA, a recueilli 61,7% des suffrages et une majorité absolue de 150 des 220 sièges du Parlement. Le parti opposant, l'UNITA, a obtenu 26,67% des voix et 51 députés. La République démocratique du Congo a reculé de 2 places en Afrique pour le mois d'août, selon le classement FIFA publié le 14 septembre dernier. Elle, qui occupait à la fin du mois de juillet la 2e place, l'a perdue en faveur de la Tunisie. Elle, qui occupait à la fin du mois de juillet la 2e place, l'a perdue en faveur de la Tunisie. Les Léopards sont dévancés par l'Égypte, qui occupe la 1re place, la Tunisie la 2e place et le Sénégal la 3e place. Sur le plan mondial, l'équipe nationale RD congolaise est placée à la 42e position, reculant de 14 places. En outre, il s'y est de noter que les basketteurs de la RDC ont été éliminés en quart de finale de l'Afrobasket 2017 par la Tunisie dans la soirée du jeudi 14 septembre par la marque de 60 contre 81. Le parcours élogieux de la sélection congolaise s'est soldé par un bilan positif vu que le protégé du coach Papi Kembi avait pour objectif initial l'atteinte de quart de finale. Notez cependant que la RDC a battu lors de la 3e journée du groupe A l'équipe du Nigeria, championne d'Afrique en titre, une victoire qui lui a fallu sa qualification en quart de finale de l'Afrobasket 2017. À présent, le rappel des titres. Rentrée parlementaire dans le 2 chambres, une session essentiellement budgétaire, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale ont fait de leur priorité le loi organique portant fonctionnement du CNSA et aussi la loi électorale portant répartition des sièges. Au début des discours d'ouverture, une minute de silence a été observée par le parlementaire en mémoire de Congolais tués lors du glissement des terrains à Tara et lors des 2 derniers accidents sur la route nationale numéro 1 près de Kikwit et Kenge. Et puis, processus électoral dans les Grands Kasaï, c'est le mardi 12 septembre que la première carte d'électeur a été délivrée dans la province du Kasaï, notamment à Chikapa, comme annoncé par la CENI. Les opérations d'enrôlement des électeurs ont débuté le mardi 12 septembre dans tout l'espace kassaïen et toutes les dispositions ont été prises pour traquer le fraudeur, a rassuré Jean-Pierre Kalamba, rapporteur de la CENI. Enfin, la République démocratique du Congo occupe désormais la 4e place en Afrique
pour le mois d'août, selon le classement FIFA publié le jeudi 14 septembre. Sur le plan mondial, les Léopards occupent la 42e position, reculant de 14 places par rapport au classement précédent. Les dernières défaites contre la Tunisie et le Congo-Brazzaville ont beaucoup impacté sur le classement. C'est la fin de cette édition rétrospective. Bon week-end chez vous. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti. Ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila, droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élections apaisées, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.